Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà, moi je m'appelle Sylvain Cupel, je suis chercheur IRD dans un labo qui s'appelle le JET, Géosciences Environnement Toulouse, qui fait partie de l'Observatoire Midi-Pyrénées, comme une dizaine de labos maintenant, c'est à peu près 1800 personnes. Donc, principalement à Toulouse sur du canal. Et comme l'a dit Marc, j'ai été impliqué, alors vraiment dans une étude récemment. Je dois quand même parler que, enfin, c'est Audin Marc qui a coordonné beaucoup ça. Voilà, moi j'ai fait une partie, comme plein de monde. Et donc oui, une espèce de tentative de faire un bilan carbone de plusieurs laboratoires, donc 6, en prenant en compte une partie des infrastructures de recherche. Et certaines choses que je vais dire ici sont effectivement transposables, pas telles quelles, puisque vous ne dépendez pas des mêmes instruments, des mêmes structures, etc. Mais j'espère que ça générera des réflexions ou des assentiments, des scandalisations. Enfin, c'est quoi. Voilà, trop bien. Bon, le contexte général, je vais très vite là-dessus. Voilà, il y a un réchauffement climatique. La responsabilité humaine est avérée depuis de manière indiscutable par les rapports successifs du GIEC avec les travaux d'attribution. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière substantielle, c'est un peu ce qu'il faut faire. De manière urgente, 1,5 c'est mort. C'est depuis l'an dernier que c'est officiellement admis, même si on le savait depuis quelques années avant. Pour limiter à 2 degrés le réchauffement d'ici la fin du siècle, il faut avoir une réduction assez drastique de l'ordre de 5% par an. Tous les secteurs sont concernés pour viser éventuellement 2 tonnes à l'horizon 2100. En France, ça se traduit par un truc qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Il y a eu plusieurs versions, là, dans la version 3 qui a été publiée en décembre dernier, je crois, qui est en cours de révision par le Haut Conseil sur le climat. En ce moment, ces jours-ci, ils en discutent. Qui, en fait, pour limiter le réchauffement, alors 3 degrés dans le monde en 2100, c'est 4 degrés en France, c'est le fameux 4 degrés qu'on entend beaucoup. L'objectif qui est fixé, c'est 4,6% de réduction là, dans les prochaines années. Qui est quelque chose de très ambitieux, qui n'est pas du tout réalisé. Actuellement, c'est 3 fois moins qui est fait à l'échelle nationale. Et ce n'est pas quelque chose qui est légalement contraignant. Mais ça se veut une feuille de route. Et la question, c'est que ça soit achevé ou pas actuellement, que ça soit légal ou non, comment la science, est-ce qu'elle peut être là-dedans? Comment elle peut jouer son rôle? D'abord, pour une question, tout d'abord, peut-être aussi d'exemplarité. Parce qu'en fait, ce qu'on dit souvent, c'est c'est l'argument que la science n'est qu'une petite partie de l'empreinte carbone de la France, qui est factuellement vrai, tout comme l'avion n'est qu'une petite partie des empreintes carbone mondiales. Mais en fait, il y a une valeur d'exemplarité, notamment du fait des statuts des scientifiques, du fait de faire ce qu'on dit, faire ce qu'on dit, c'est ça, et pas faire ce que je dis, pas ce que je fais, qui peut se discuter avec l'argument de moi, je suis utile à la société, donc j'ai le droit de. Bon, c'est une discussion à avoir, mais une raison très pragmatique pour ça, c'est que il s'est renseigné depuis des études, ça accumule pour dire qu'en gros, des mesures sont mieux acceptées, d'autant plus que celles qui les promeuvent sont perçues comme s'appliquant les mêmes critères. Par exemple, récemment, il y avait à Paris et TAG ont fait plusieurs études. Ils ont mis en scène, c'était une étude où des participants, plusieurs centaines, étaient mis dans 2 salles différentes et on leur proposait des mesures d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. C'était en fait un climatologue qui leur disait ça. Et en fait, ce qui était fait, c'est dans un cas, on leur disait, après qu'il ait proposé toutes ces mesures, que en fait, lui, il vivait de manière assez frugale. Et puis dans l'autre salle, on disait qu'il vivait de manière assez, avec une maison, notamment une maison qui consommait beaucoup pour le chauffage et plein d'autres choses. Et ils se sont aperçus qu'en sortie, en fait, le taux d'adhésion à ce qu'ils proposaient, sont des choses assez variables, stabiliser la population, une taxe sur le CO2, augmenter le renouvelable, apporter l'adhésion plus fortement si on disait aux gens que lui-même était assez frugal dans ça. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a plusieurs études sur ce sujet-là. Donc l'argument ici, c'est de dire qu'en fait, c'est pas seulement par rapport au CO2, parce qu'il y a du CO2, il y a l'eau, il y a l'énergie, il y a beaucoup de choses, et c'est pas seulement de comptabilité. C'est aussi le fait de contribuer à un changement en montrant l'exemple. L'autre motivation, c'est qu'on a besoin de savoir d'où on part.
Et là, c'est pas forcément facile parce que dans la recherche, l'empreinte carbone, donc là, je vais parler que de carbone maintenant, les postes qui commencent de plus en plus à être identifiés, on pense beaucoup aux missions. Alors ça, c'est une étude qui a été faite sur 100 labos en France, à peu près 20 000 personnes. Les achats sont très importants aussi. Ça dépend des labos, évidemment. Tous les labos ne sont pas les mêmes selon les disciplines. Mais ce qui a le gros trou dans la raquette, c'est les infrastructures de recherche. C'est toutes les mesures qui ont été faites, qui sont faites par satellite et autres. Parce que, en fait, c'est difficile à quantifier de manière systématique. Et c'est difficile de l'attribuer, en fait, à, voilà, comment dire, tel chercheur ou chercheur a contribué à telle fraction de ce satellite, par exemple. Donc, c'est un peu ce qu'on discute ici. Donc, le but, c'est l'approche générale, c'est de regarder la comptabilité carbone en regardant un type d'activité, avoir un facteur d'émission, souvent, c'est voilà, par temps d'électricité utilisée, c'est selon le mix énergétique, temps de CO2. Ou pour les achats, typiquement, c'est selon les catégories de produits, selon l'euro dépensé, il y a une valeur, une empreinte matérielle ou carbone associée. Et donc, c'est cette multiplication qui, de manière générale... Alors, pour revenir, bon, là, c'est les différents scopes, je ne sais pas si ça vous dit, par le scope 1, 2, 3, pour les émissions des entreprises notamment, c'est les émissions directes du fait des activités, les émissions indirectes du fait de consommer l'électricité, ou les émissions indirectes du fait de, par exemple, solliciter des sous-traitants qui eux-mêmes ont des émissions carbone. Ça, c'est un clé de voûte et on va dire un nœud dans la manière d'estimer les émissions carbone, parce que typiquement, Total Energy, par exemple, est-ce que Total Energy est responsable des émissions de carbone du pétrole qu'elle produit? C'est une question et tout le monde n'a pas la même réponse. Voilà, là c'était juste pour parler des périmètres. Et en fait, il y a un périmètre ici, c'est un peu l'originalité de l'approche qu'on a proposée, c'est étendre vraiment ce périmètre, donc vraiment très très large, dans le cas des activités de recherche, aux infrastructures. Alors je dis, c'était la nouveauté, en même temps c'est quelque chose en fait on s'est inspiré de collègues. C'est-à-dire que des collègues astrophysiciens qui font partie des co-auteurs ici, en 2022, ils ont sorti ce papier dans Nature Astrophysics, où en fait ils ont essayé d'évaluer l'empreinte carbone de l'astrophysique en comptant l'empreinte des missions, astrophysique et missions spatiales, aussi les rovers sur Mars. Donc en comptant envoyer des satellites, la construction des télescopes et voilà. Et leur idée c'était de voir comment on redistribue ça parmi tous les utilisateurs. Donc nous on a essayé quand on a commencé à adapter ça, l'idée c'était de regarder par exemple pour une mission satellite, c'est quoi déjà le facteur d'émission d'une mission satellite, c'est-à-dire voilà. Est-ce que c'est par kilo lancé, est-ce que c'est par coût de mission? En analysant plusieurs missions, dont notamment deux missions de l'ESA, ce qui est apparu, c'était que c'était difficile d'avoir toujours des budgets satellites, enfin des coûts au lancement. Donc finalement, l'émission par kilo de charge utile était quelque chose qui marchait plutôt bien. Et ça impliquait le cycle de vie, en fait, c'est une analyse de cycle de vie dans la construction, le transport et le lancement du satellite. Donc on arrive en fait à une émission de 50 tonnes de CO2 par kilo de satellite lancé. Sachant que les satellites en général font quelques tonnes, quelques centaines de kilos à quelques tonnes. Donc l'idée ici, c'était de multiplier le poids d'un satellite par son émission au lancement, et en fait étaler ça sur la période depuis son lancement. Puisque s'il est lancé il y a un an, c'est beaucoup, et plus il dure longtemps, plus ça s'étale dans le temps. Et après, en fait, redistribuer ça en regardant la fraction des auteurs qui utilisent les données de ce satellite dans une recherche bibliographique. Donc c'est ça qu'on a essayé d'adapter, avec la différence que dans le cas de l'astrophysique et des missions purement astrophysiques, c'est des satellites qui ne font que ça. Voilà, on lance un télescope dans l'espace, il ne fait que regarder, que être utilisé pour la recherche. Dans le cas des satellites d'observation de la Terre, qui nous occupent en géosciences, en sciences de l'environnement, c'est des satellites qui peuvent avoir des fonctions mixtes. Ils sont utilisés à la fois pour observer la Terre, mais aussi pour des usages commerciaux. Donc, on a rajouté le fait d'avoir une espèce d'index de partage à la science, en disant si c'est des satellites de type GPS ou prévision météorologique, en fait, c'est très application opérationnelle et c'est pas vraiment fait pour la recherche. Des satellites qui ont des usages mixtes,
Là, on peut avoir un index qui est de l'ordre de 0,4 plus ou moins 0,2 parce qu'il est utilisé par la recherche, mais aussi pour les observations commerciales, pour les observations opérationnelles. Et aussi, on a des satellites purement pour la recherche, notamment les satellites comme la mission Grace pour la gravimétrie. Donc ça, c'était l'attribution, enfin le facteur, la pondération. Et donc, pour revenir sur l'attribution qu'on a fait au final, l'idée pour savoir en fait comment attribuer à telle hauteur, recherche bibliographique sur 2015-2019, regarder pour chaque type de satellite combien de fois il est cité, enfin dans combien d'études il y a en fait. Dans chaque étude, regarder le nombre d'auteurs qui sont parmi les labos qui nous intéressent, parmi toutes les publications, et corriger pour le fait qu'il y ait des multiples affiliations et plusieurs auteurs dans un. Donc c'est ça qui a été appliqué ici, spécifiquement pour les satellites. Donc là, c'est voilà, une petite équation qui résume ça globalement. Donc à partir des publications qui impliquent un labo, la fraction des auteurs de ce labo parmi tous les auteurs, on peut attribuer du CO2 à des auteurs pour une mission satellite. Donc là, il y a plusieurs missions, Landsat, je ne sais pas ce que je fais. Il ne faut pas toucher, je crois. D'accord, je ne touche pas. Ah oui, c'est vrai, je m'approche trop en fait. Oui. Pardon. Et du coup, voilà, donc il y avait 44 missions satellites qui ont été regardées sur les 30 dernières années à peu près. Landsat, par exemple, a été lancé ça, c'est pour les satellites. Dans les labos qui nous occupent, les 6 labos que je vais mentionner un tout petit peu plus après, il y a les labos plus d'océanographie, mais aussi des labos de sciences atmosphériques qui utilisent des missions aéroportées. Donc en fait, la même chose a été faite pour des missions, donc GeoIDES par exemple, ça contribue beaucoup au programme de forage, merci, des océans. Donc voilà, typiquement un bateau en particulier, donc on a calculé son empreinte carbone et après ça a été redivisé par les auteurs utilisant ça. Et voilà, donc des réseaux de bouées et des réseaux de missions aéroportées pour certains bateaux. Donc, quand on fait tout ça et qu'on le rajoute à un bilan carbone plus classique, donc je n'ai pas donné les détails ici, mais que je peux détailler, on pourra détailler dans la question. Ça donne en fait, pour ces 6 labos, ces 6 empreintes carbone. Alors là, elles sont presque complètes, je vais y revenir après. Donc, c'est les 6 labos, donc c'est le CESBio, c'est un labo plutôt de télédétection beaucoup, l'IRAP, planétologie, astronomie, le LEGOS, plutôt océanographie, l'aéro, plutôt atmosphère, géosciences environnement Toulouse, mon labo, donc géosciences et environnement, le LEF, donc Ecolab, devenu LEF, puis devenu CRBE. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que en jaune, c'est la part des satellites. Donc, sans surprise. Celui qui a le plus gros, c'est un labo de télédétection, mais en fait, vraiment, la part des satellites est énorme en fait, dans ces activités. Pour une empreinte carbone totale de l'ordre de 18 tonnes par personne par an. Donc là, c'est un petit, mais ces chiffres sont importants parce que ça va de 5 tonnes pour le LEF, enfin pour le CRBE, enfin pour une partie du CRBE, à 18 tonnes pardon, c'est pas le plus, c'est l'IRAP qui est à 23 tonnes par an. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les satellites ont un poids très élevé, de 8 à 10 tonnes par personne, pour ces 3 labos en particulier, et que derrière, il y a ce qu'on avait commencé à voir, c'était que ce n'est pas seulement les missions qui sont en bleu, mais aussi les achats, avec des proportions variables selon les labos. Mais voilà, quand on prend ces 3-là, on a vraiment l'essentiel de l'empreinte carbone d'un labo. Finalement, le local, entre guillemets, l'électricité, le chauffage, etc., le restaurant, le commuting, enfin, le fait d'aller au travail, c'est pas énorme. Des fois, il y a le fait de calcul externe aussi qui est impliqué dedans, mais à quelques pourcents. Ce qu'il n'y a pas là-dedans, parce que c'est une histoire d'échelle, parce que tous les labos, on n'a pas réussi à le faire, c'est les infrastructures qui ne sont pas des satellites. Et c'est là que je le montre. Donc ça, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a ce petit truc marron à droite qu'on n'a pas pu faire pour tous, notamment pour le LEF, qui rajoute donc les infrastructures de recherche autres. Pour l'IRAP, c'est notamment, je pense que c'est le télescope. Pour le LEGOS, c'est les missions marines, l'aéro, les campagnes aéroportées. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça compte aussi pas mal, de manière substantielle, voire supérieure à d'autres postes classiques. Voilà, donc ça c'est la comptabilité, on va dire. Voilà. Donc ça c'était un peu le résultat principal du papier. Donc ce que je présente ici, j'en parlerai à la fin, c'est vraiment, ça reprend beaucoup de ce papier de Audin Marc et al. Dans PLOS Sustainable Transport, je ne sais plus quoi, voilà.
donc, avec plus de détails dedans. Ce qu'on s'est amusé à faire plus récemment, c'était de voir cette méthodologie pour les satellites. Si on la met sur d'autres labos, qu'est-ce que ça donne? Et en fait, on voit que sur d'autres labos, on trouve des choses relativement faibles. Alors là, du coup, il y a l'océan, donc plutôt océanographie. Donc, probablement que si on met le programme océanographique, on aura une part plus élevée. Le laboratoire de météorologie dynamique à Paris, les laboratoires grenoblois, ISTER et IGE, qui ont par ailleurs des empreintes carbone, des empreintes carbone qui sont significatives, mais sur les satellites, c'est pas énorme. Ce qui sera intéressant, en fait, c'est là, on voit que c'est, comment dire, c'est pas forcément complètement surprenant parce que finalement, les labos toulousains de l'OMP, c'est parmi les labos en France en sciences environnementales qui utilisent le plus la télédétection. Toulouse, historiquement, voilà, beaucoup d'aérospatial, et ça se retrouve un peu dans les labos qu'on a. Donc peut-être que c'est pas si surprenant qu'on ne trouve pas beaucoup. Et en fait, tant mieux, on ne se retrouve pas tant que ça. Mais il faudra ajouter du coup des observations qui sont plus liées à leurs activités, comme les bateaux, mais aussi les accélérateurs de particules, comme les synchrotrons, que utilisaient certains labos. Ça, je reviens en arrière. Pour mettre encore plus en perspective, ça, c'est d'autres travaux qui ont été faits en 2020 pour des labos en Australie et l'Institut Max Planck d'astrophysique, ou d'astronomie, je ne sais plus. Alors, ça, c'est pour illustrer que la France aussi, au début, je disais que l'empreinte in situ n'était pas immense par rapport à la consommation d'électricité ou par rapport notamment au calcul scientifique, c'est aussi lié au mix énergétique français. L'Australie qui est massivement, qui reste très fossile dans son électricité, voilà, je vous laisse regarder l'empreinte carbone, l'électricité, c'est plus de 20 tonnes par chercheur par an, enfin par personnel de recherche par an, du fait de leur mix, je pense, en grande partie. Après, c'est pas que ça, parce qu'ils ont une empreinte énorme du fait de leur situation géographique, ils volent beaucoup. Donc ça donne une empreinte faramineuse. Les observatoires qu'ils ont comptabilisés ici, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont mis dedans. Là, c'est des astronomes dans les deux cas. Je ne sais pas à quel point c'est extensif. Là, pour le Max Planck, ils n'avaient pas pu le faire. Mais en fait, même sans mettre les infrastructures, ils voyaient qu'ils avaient une empreinte carbone qui dépassait, par exemple, largement l'objectif 2030 de l'Allemagne, qui est 6,8 tonnes par personne par an. Voilà, donc ça met en perspective, mais c'est comparable à moitié, puisqu'il faudrait mettre aussi les infrastructures satellites, les achats, là ils l'ont pas mis aussi. Parce que finalement, là, je suis un peu parti du fait que bon, les achats et les missions, ça devient un peu la routine de le mettre dans le bilan carbone. Et ça, c'est assez récent. Il y a 2-3 ans, même dans la labo 1.5, qui est la base de données qui permettant de faire son bilan carbone, il n'y avait pas encore les achats, on l'avait fait un peu à la main, au labo JET, voilà, avec des collègues, par tutelle, enfin c'était un micmac. Maintenant, ça devient routinier en France grâce à la labo 1.5. Notamment, mais c'est des choses qui ne sont pas complètement partout. Et donc c'est pour ça que je reviens vraiment, j'insiste sur le périmètre qu'on vous présente quand vous faites un bilan carbone, ça conditionne en fait un peu ce qu'on va voir. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc j'ai commencé à en parler, finalement, changer les habitudes in situ, donc que ce soit les pratiques végétariennes, optimiser les bâtiments qui sont des passoires thermiques, moi c'est le cas dans mon labo par exemple. Le fait d'encourager le vélo, c'est très très bien. Enfin, il n'y a pas de problème. Encourager le vélo, comme le dit le collègue Kevin Jean, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle À votre santé. Ce qui est bon pour le climat, en général, est bon pour la santé, ou inversement. Enfin, c'est bien de faire correspondre les deux. Par contre, d'un point de vue bilan carbone, c'est pas là où le levier est le plus grand, malheureusement. Donc quand on regarde ces empreintes carbone, les infrastructures, il n'y a que les satellites, encore une fois. Voilà, c'est pas là où le poste le plus grand levier. Même si on change le mix énergétique, ça ne changera pas grand-chose parce que la France, de par sa tradition, a déjà un mix énergétique assez décarboné, qu'on soit d'accord ou pas avec le nucléaire. Donc les postes sont ailleurs. Donc si on regarde plutôt maintenant l'émission, qui n'est pas le poste principal, mais qui est au moins au poste numéro 3, voire 2, il y a des choses intéressantes à faire déjà à ce niveau-là. Alors là, c'est un papier de Tamara Benari, qui est beaucoup impliquée dans la labo 1.5, qui montre en fait, donc elle montre des mesures qui sont faisables concernant les vols, parce qu'elle s'aperçoit qu'elle s'était aperçue dans sa ligne bibliographique sur je ne sais plus combien de labos en France, beaucoup.
que c'était 96% de l'empreinte carbone d'émissions, c'est dû au vol, enfin, c'est dû aux émissions en avion, ce qui paraît logique, mais ça montre encore une fois le poids démesuré de l'avion. Et que du coup, ce qu'elle disait, c'est que on peut faire par exemple des mesures de quotas. Là, ce que ça montre, c'est à chaque fois les réductions par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ces mesures de quotas et ou le fait d'imposer le train lorsqu'on voyage sous une certaine distance. Et en fait, elle montrait qu'en combinant les deux, on peut arriver en fait à des réductions jusqu'à 60% de l'empreinte carbone liée aux missions. Donc, selon combien c'est dans le labo, il faudra multiplier ça par la part dans le labo que c'est de l'empreinte carbone totale. Le deuxième chemin, c'est de penser aux achats, de voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Donc là, il y a plusieurs pistes qui sont esquissées. Donc, là, c'est un des autres travaux alors là, c'est sur 100 labos en France. L'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur les achats avec plusieurs façons de regarder. Soit on essaye de prolonger la durée de vie des équipements, mutualiser les équipements entre labos, remplacer le plastique par le verre. Il y a vraiment plusieurs façons. Alors, et c'est des choses qui sont groupées par un grand type de labo, d'activité scientifique, pardon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la marge de manœuvre pour les sciences humaines et sociales est plus limitée vu la consommation matérielle qui est en général plus faible, pour les achats en tout cas, mais qu'on pouvait arriver à des réductions assez de l'ordre de 20%. Si on combinait un peu différents types de mesures. Donc, d'un point de vue en France, ça peut être aussi, le CNRS commence à avoir une bourse au matériel. Enfin, il y a des choses qui sont plus ou moins applicables, hein, ça dépend vraiment des domaines, etc. Mais il y a des scénarios qui ont été faits et il y a des chiffres qui existent. On regarde un peu ça. Le troisième, alors là, je le mentionne, mais le levier n'est pas forcément très grand pour beaucoup de labos, c'est avoir des algorithmes et de la programmation plus frugale. Avec des codes qui, par exemple, se poser la question avant de lancer une énorme simulation, est-ce qu'on est sûr qu'elle va bien marcher ou est-ce qu'on l'a fait une fois? Je suis moi-même modélisateur, donc je me pose souvent la question. Est-ce que, même si ce n'est pas des simulations immenses, est-ce que je suis bien sûr ou est-ce que je vais le faire en 2-3 fois? Mais essayer de voir au début, est-ce que ça vaut le coup de lancer? Est-ce que je le fais juste pour voir? Surtout dans un monde où la modélisation va vers des choses de plus en plus hyper résolues et assez gourmandes. Puis après, il y a tout le matériel informatique de comment on l'utilise, comment on le répare ou pas. La mention alors ça commence un tout petit peu à dater, c'est qu'aujourd'hui, il y a le déploiement massif de l'IA, qui entre pas forcément d'ailleurs, il y a l'IA à utiliser pour faire du calcul scientifique, mais il y a aussi l'IA utilisée au quotidien dans la recherche. Il y a un autre thème qui pose d'autres problématiques, l'IA générative notamment, où là d'ailleurs ça va être très compliqué de savoir, parce que c'est fait ailleurs, c'est plus dans le périmètre du labo. Mais il y a une question à se poser là-dessus, pour les étudiants notamment qui arrivent aujourd'hui, c'est, dans l'empreinte carbone d'un labo, est-ce qu'on compte tout le fait qu'on se soit assisté par l'IA générative pour faire une partie de notre travail, au-delà des considérations éthiques. Et d'ailleurs, parmi ces mesures-là, en fait, il y a par exemple une feuille de route qui a été mise en place par l'IGE à Grenoble, déjà il y a quelques temps. Ils ont regardé un peu les objectifs des réductions qui avaient été esquissés par le GIEC. Ils ont fait différentes réunions et ils ont dit ok, on s'engage à avoir une trajectoire de réduction. Et donc, ils ont notamment mis en place plusieurs choses. Ils ont commencé à avoir des quotas sur leur mission. Alors, je ne sais plus si c'est par équipe, pas forcément par personne. Je ne le montre pas ici, mais une chose quand même peut-être j'enfonce des portes ouvertes, mais les vols, par exemple, ne sont pas équitablement répartis entre les personnels d'un labo. Il y a vraiment une distribution qui des fois repose sur peu de personnes. Donc, il y a des réflexions à avoir sur est-ce qu'on fait des quotas par équipe, par personne, par stade de carrière, j'en sais rien. Et ces quotas, ils vont les réduire. Ils les réduisent au fur et à mesure. Le but étant, alors je ne sais plus, c'est une réduction d'ici 2030 par 2 de l'empreinte carbone qu'ils avaient, je ne sais plus, je crois que c'était juste avant le Covid. Dans le cas, si je reviens à l'étude que je montrais tout au début avec les infrastructures de recherche, on a regardé un petit peu ça aussi. Donc ce graphe, en fait, il montre par rapport à l'empreinte, je ne sais pas toucher,
Il y a un pointeur, non? Oui. Ah oui, waouh, non, ça va être trop. Par rapport à l'empreinte carbone qu'il y a aujourd'hui, in situ, ça c'est chaque labo, plus l'empreinte carbone des infrastructures satellites et non satellites, qui est en marron, c'est aussi des gens qui ici. C'était compliqué de trouver un moyen de regarder ça. L'idée, c'est si on met en place certaines mesures, par exemple une réduction de 50% d'utilisation du gaz d'électricité, beaucoup moins d'achats informatiques, beaucoup moins d'achats en général, et éventuellement des quotas limités à 5 ou 10 000 km par an par personne, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Mais les chiffres, en fait, ce qu'ils montrent ici, c'est en gris foncé, c'est la, en noir, excusez-moi, c'est la réduction que ça donnerait de l'empreinte carbone in situ du labo, si on ne prend pas les infrastructures. Donc ça peut être intéressant, hein, c'est des mesures assez drastiques, on peut réduire presque de moitié dans certains cas, un peu moins, voire de 60%. Mais si on met dans la balance aussi les infrastructures de recherche sur lesquelles il n'y a pas de réduction qui est envisagée dans ces mesures-là, en fait, ça diminue pas mal l'empreinte, la réduction générale. Voilà, on passe de 37% de réduction pour CESLO. En fait, si on compte leur satellite, qui ne change rien, mais qui change tout le reste in situ, en fait, ils réduisent que de 13% leur empreinte carbone. Donc le message, c'est que voilà, quand on a des trajectoires, il faut savoir de quoi on parle dès le départ. Voilà. Donc, en conclusion, empreinte carbone de Silabo qui a été faite, avec des empreintes de 5 à 23 tonnes par personne par an, ce qui est significatif, dominé vraiment par les satellites, devant les achats et les missions. Mais cette quantification, finalement, des infrastructures, elle a été partielle. On a passé beaucoup de temps sur les satellites et sur les missions bateaux, mais finalement, on n'a pas pu regarder les observatoires, typiquement, les infrastructures de recherche. Des questions se posent sur comment, finalement, là, on l'a centré sur les utilisateurs, mais est-ce qu'on peut faire la même chose sur les observatoires? Parce qu'il y a une notion long terme, il y a du personnel c'est pas que des machines, c'est des gens, enfin, il y a quelque chose à discuter là. Mais en tout cas, même en n'ayant que ça, donc qui est probablement une estimation conservative, on voit que voilà, les mesures locales auront un effet assez limité. Et donc, avoir des mesures vraiment impactantes de réduction d'empreinte carbone, ça implique en fait une discussion qui devient vraiment large et vraiment potentiellement qui remet en question pas mal de choses, et notamment la manière de faire la science. On peut le dire de manière simple. Voilà, est-ce qu'on change de terrain? Est-ce qu'on change le temps qu'on fait? On fait moins de données, mais en fait, on passe plus de temps à les expliquer. Parce que pas mal de recherches aussi montrent qu'en fait, le frein à l'action, si vraiment on raconte que le but de notre recherche est de faire des changements de la société, en fait, le frein à l'action, c'est pas la connaissance dans beaucoup de cas. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus. Et notamment, il y a un paradigme de recherche qui est intéressant, c'est la slow science ou la science post-normale, qui sont des endroits où ce genre de choses est questionné, voire valorisé. Et si vous voulez aller plus loin, donc il y a le papier en question, il y a tous les détails qui citent notamment d'autres choses que j'ai présentées aujourd'hui. Un tout petit peu plus récemment, il y a dans mon domaine large, les surfaces et interfaces continentales, la zone critique, on va dire. Il y a une prospective ITU qui est sortie en 2024, où on a, avec d'autres collègues, on a écrit un chapitre entier, responsabilité environnementale, où il y a vraiment l'empreinte carbone, l'empreinte matérielle et les aspects plus réflexifs sur comment faire la science et en fait les tensions qu'il peut y avoir. Voilà, donc il est disponible en ligne. Et après, plus si pour un peu poil à gratter et puis voir aussi un peu comme un thermomètre de où on en est, des collègues de la Technopole pour le coup, qui sont en infocom et géographes, sont allés dans un labo bordelais et toulousain, discuter avec des collègues et en fait ils ont mis en avant un certain type de discours d'anaction climatique qu'il y a dans la communauté scientifique. Des choses, voilà, les postures finalement. Et que ça mérite d'être discuté. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci.